toutes et à tous et bienvenue à The Green Show, l'émission qui décrypte l'actualité de l'écosystème cyber et numérique. Je suis Mathieu Isaya, directeur général de The Greenbow, et j'ai le plaisir d'accueillir dans nos bureaux à Paris aujourd'hui le général Marc Boger. Cybercriminalité, comment le ComCyberGend combat aux côtés des entreprises. C'est notre sujet aujourd'hui. Les infractions explosent. En France, plus de 100 000 ont été recensées en 2020. Et en 2021, près d'une entreprise sur deux a déjà été visée par une cyberattaque. Des attaques de plus en plus sophistiquées, par des criminels organisés, qui créent des préjudices importants, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros. Selon l'Union européenne, en 2021, c'est une attaque par rançongiciel toutes les 11 secondes en Europe. Et ces chiffres alarmants sont très en deçà de la réalité. Pour les entreprises en France, on recense une plainte déposée pour 267 attaques estimées, alors que le risque de faillite augmente de 80% dans les 3 mois suivant l'attaque. Un constat inquiétant, mais il y a des solutions. C'est ce que je souhaite aborder dès à présent avec le général Marc Boger. Bonjour mon général. Bonjour Mathieu. Vous avez pris la tête du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace cet été, un commandement qui a été créé en début d'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce commandement dans la gendarmerie ? Alors le ComCyberGend, puisque c'est son petit nom, a été créé le 25 février 2021. Et effectivement, j'ai été nommé au 1er août de cette année. Et il regroupe l'ensemble des 7000 cyber-enquêteurs de la gendarmerie nationale sous un porte-étendard unique. Et j'ai l'honneur d'avoir été choisi par notre directeur général, Christian Rodriguez, pour en prendre le commandement. 7000 gendarmes, c'est un contingent important. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation aujourd'hui, de la menace qui justifie un tel contingent ? Alors 7000, c'est effectivement important. Ce n'est que le début, puisque nous avons vocation à basculer à 10 000 dans les toutes prochaines années. C'est un réel signal donné par le directeur général. Et pourquoi cette mise en cohérence, cette lisibilité, cette performance accrue ? Bien parce que la menace est sérieuse. La cyberdélinquance au plan international en 2020, ça représentait 6 à 7 000 milliards de dollars sur l'ensemble des attaques, pour un revenu pour nos cyberdélinquants d'à peu près 1500 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'il était important que l'on se structure, que l'on se coordonne. Et c'est le choix qui a été fait par Christian Rodriguez. Qui sont les victimes aujourd'hui en France ? C'est simple, les victimes, elles sont multiples. Ce sont effectivement la population, et vous avez tous, on a tous reçu des vagues de phishing. D'ailleurs, j'en profite pour faire une incise. Quand vous recevez un mail de phishing vous accusant d'être pédophile, pédopornographe, etc., signé à mon nom, ça ne sert à rien de m'envoyer un courrier d'insulte. Je n'y suis pour pas grand-chose, je dois reconnaître. Mais c'est effectivement donc à la fois la population, mais c'est aussi les acteurs économiques, nos TPE, nos PME, nos forces vives, et puis ce sont enfin les collectivités locales, les 36 000 villes et villages de nos campagnes qui sont les cibles prioritaires pour nos hackers d'aujourd'hui et de demain. Alors effectivement, on a vu en 2020 une croissance exponentielle des attaques et de nouvelles cibles. Vous évoquez les collectivités territoriales, les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe au quotidien, la vie d'un cybergendarme et sa relation avec les entreprises ? Et les collectivités, bien sûr. Alors, la création du ComCyber, lorsque Christian Rodriguez a décidé de sa mise en place, il lui a confié l'ensemble du champ cyber, de la prévention jusqu'à la répression, à la fois sur le très haut du spectre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les attaques sont multiples, et il faut que l'on puisse, comme je vous l'ai expliqué, mettre le pied à l'étrier et aider nos forces vives. Donc le cyber-enquêteur que l'on a en gendarmerie, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'attaque à la fois sur le très haut du spectre, avec des experts techniques de très très haut niveau, et j'ai la chance d'avoir dans mes équipes des jeunes geeks brillantissimes, bien meilleurs que l'ancien que je suis, des enquêteurs, des chasseurs PJ extrêmement chevronnés pour travailler sur le haut du spectre, sur les hackers du très très haut du spectre. Et puis derrière, sur l'ensemble du territoire, en métropole comme outre-mer, on a des gendarmes spécialement formés, spécialement équipés, qui vont venir enquêter sur toutes les enquêtes où il y a un volet numérique, y compris les enquêtes cyber. Ça peut être du rançongiciel, bien sûr, 5% de la délinquance, mais ça peut être de la vente de stupes sur les réseaux sociaux, de la vente d'armes, enfin l'imagination de nos cyberdélinquants est sans limite. Quel est aujourd'hui, vous, le constat des faiblesses ou du niveau de protection des entreprises en France ? Sur les entreprises, on a vraiment deux grands types d'entreprises. On a les entreprises de très grande taille qui ont déjà des structures mises en place. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se faire attaquer ou hacker.
mais elles ont déjà des premières structures de réponse. Et puis il y a tout ce qui est PME, qui elles, pour le coup, sont à un niveau de protection relativement faible. Pour un artisan, je sais pas, un plombier, un électricien, ou que sais-je. Nous sommes très très loin de la problématique cyber, et c'est pour ça que il faut que l'ensemble de l'écosystème se mobilise pour venir les aider à monter leur niveau de cyber-résilience pour qu'elles soient protégées, parce qu'un artisan qui a un chiffre d'affaires de quelques millions, c'est une cible qui intéresse nos hackers. C'est un bel artisan, déjà, quelques millions. Mais justement, vous dites, un artisan qui est victime d'une attaque demain, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les premiers gestes? Le premier geste à faire, appeler les gendarmes. D'accord. Si vous appelez les gendarmes, on va venir se mobiliser. C'est une enquête judiciaire, c'est un délit, un ou plusieurs. Donc on va venir se mobiliser à vos côtés. On va aider la société à monter sa gestion de crise. On est capable d'agréger nos moyens pour monter en puissance face à l'attaque. Quand je dis agréger nos moyens, c'est quoi? C'est à la fois prendre des gendarmes d'unités territoriales, celles que la TPE, PME connaît, mais c'est également l'échelon départemental qui va venir en appui, c'est également l'échelon régional qui va venir en appui, et c'est enfin ma pointe de diamant au plan central qui va également venir agréger ces moyens. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on a, par exemple, une attaque par rançon logiciel, on va aussi chercher, par exemple, des compétences au GIGN. Pourquoi? Parce que le GIGN a des négociateurs spécialement formés. Il faut savoir qu'un négociateur, il faut à peu près 10 ans pour le former. Donc, quand vous avez un négociateur du GI qui arrive, quand vous avez un expert de la gestion de crise qui arrive, et ben tout ça, on se met au service de la victime pour l'aider à affronter ce moment difficile. 10 ans pour former un négociateur, des échéances importantes qui arrivent en France, la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024. Est-ce que aujourd'hui les moyens qu'on met en place sont à la hauteur de la menace? Il y a une vraie prise de conscience de la problématique et du risque cyber. La gendarmerie s'est mise en ordre de bataille, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, mais la gendarmerie toute seule n'est rien. Elle travaille vraiment dans un écosystème relativement dense. L'ANSSI, bien sûr, qui est l'agence nationale en charge de ces problématiques, avec lequel on est en parfaite synergie et sous le couvert de laquelle on travaille. L'autorité judiciaire, bien sûr, qui est elle qui dirige toute l'action des forces de l'ordre, nos camarades de la police nationale, mais pas que. Il faut également, pour être efficace dans le cyber, des partenariats à l'international extrêmement développés. On a l'occasion, en gendarmerie, de travailler avec les polices d'à peu près le monde entier. Je recevais la semaine dernière avec le directeur général, le patron d'une grande agence de renseignement australien, qui venait nous remercier pour la qualité des renseignements qu'on lui avait passés. Donc, vous voyez, on attaque aussi vite une boîte en France en étant à Paris qu'à Sydney à quelques millièmes de seconde près. Et il faut également des partenariats techniques. Et pour ça, de l'importance d'avoir, j'ai à peu près la moitié de mes officiers qui sont docteurs d'État, post-école d'ingénieur, donc ça permet d'avoir un niveau de maîtrise technique qui permet de rentrer dans ces groupes très fermés d'experts. Enfin, une structure que je ne veux pas passer sous silence, c'est Europol. Ouais. Europol, c'est une structure qui marche extrêmement bien, qui permet une réelle fluidité au niveau européen, et avec laquelle, bien sûr, on travaille beaucoup. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, les gendarmes vont déclencher de plus en plus d'enquêtes, donc de plus en plus de dossiers qui vont arriver devant les tribunaux, on peut s'y attendre. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens de la justice vont vous suivre et vont être à la hauteur, ou est-ce qu'on va accentuer l'engorgement des dossiers devant les tribunaux? La justice s'est déjà organisée. Elle a déjà une section spécialisée au parquet de Paris qui ne fait que du cyber. C'est ce qu'on appelle la section J3 à Paris, avec laquelle on travaille évidemment beaucoup. Mais c'est également une véritable réflexion au niveau de la justice, et j'en discutais il n'y a pas bien longtemps avec le magistrat qui est en charge de ça à DACG, pour avoir un plan de formation pour l'ensemble des magistrats de France et de Navarre, pour là aussi les faire monter en compétences. Et un exemple tout simple, dont vous avez peut-être entendu parler, l'enquête en Crochat, eh bien, c'est un juge d'instruction de Lille qui a le dossier, qui travaille dessus. Donc, vous voyez, la compétence existe déjà partout. On a la chance, en gendarmerie, d'avoir les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées, qui sont des magistrats spécialisés dans les affaires les plus complexes. Et bien évidemment, auprès de chaque JIRS, vous avez une de mes antennes qui est là pour travailler avec. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une affaire récente, d'un réseau de cybercriminels que vous avez pu démanteler? Il y en a un certain nombre, mais si j'en prends une qui est un peu emblématique, alors sans citer évidemment la victime, puisque nous sommes couverts par l'autorité judiciaire, une affaire dans laquelle
La victime qui venait de se faire hacker nous a appelé immédiatement. Nous sommes descendus, puisque ça se passait dans le sud de la France, nous sommes descendus immédiatement, monter un PC d'enquête déporté chez eux, avec l'ensemble des compétences que je vous ai présentées tout à l'heure, le GI, mes experts techniques, mes chasseurs PJ. Et l'on a accompagné la société à la fois pour monter son PC de crise, mais également, vous vous en doutez, pour travailler, commencer à travailler sur les hackers, faire le gel des lieux numériques, récupérer des traces, pousser les hackers à la faute. Ça, c'était en fin d'année 2020, et j'ai eu le plaisir d'aller d'aller envoyer des enquêteurs dans un pays européen avec Europol, Interpol. Nous sommes allés les interpeller un matin à 6 heures. C'était des auteurs qui étaient responsables de demandes de rançon entre 70 et 100 millions de dollars. Vous êtes un spécialiste des scènes de crime, connectées désormais. Est-ce que vous pourriez nous partager une observation ou une découverte inquiétante que vous avez pu faire récemment? Effectivement, les scènes de crime sont de plus en plus connectées, et avec l'explosion du nombre d'IoT, avec l'arrivée de la 5G, c'est quelque chose qui va aller en croissance exponentielle. Donc de plus en plus, voire systématiquement désormais, nous avons des scènes de crime avec des objets connectés. Donc nous travaillons énormément sur la capacité à ne pas polluer l'environnement numérique et à prendre en compte, et c'est ce qu'on apprend à tous nos sous-officiers, à tous nos officiers de gendarmerie désormais, comment pénétrer dans une scène de crime sans en polluer l'espace numérique. Ça peut aller très très loin. Vous avez un smartphone dans votre poche, vous rentrez dans la scène de crime, vous vous accrochez sur un objet connecté et vous polluez la scène de crime. Vous amenez des éléments qui n'étaient pas là auparavant. Or, l'objectif, c'est de rendre la scène de crime la plus stérile possible. Un des exemples que l'on a trouvé récemment, un objet inquiétant, en travaillant sur une scène de crime, nous sommes tombés sur un objet connecté qui contenait des plans 3D d'objets qui étaient juste un tout petit peu inquiétants. C'était des 6 Hour. D'accord. Pour le reste, vous comprendrez que je ne vous donnerai pas davantage de détails, puisqu'il faut qu'on ait toujours un temps d'avance sur nos cyberdélinquants. Si on devait retenir un élément clé, accessible à tout le monde, pour se protéger, pour lutter contre la cybermenace, ce serait lequel? Je pense que s'il y a un mot clé en cybersécurité, c'est vraiment, pour l'ensemble des acteurs, c'est la coopération. Il faut vraiment que l'on arrive et que l'on travaille en permanence en coopération. Vous l'avez bien compris, il n'y a plus de frontières dans le cyber. Il faut que l'ensemble des acteurs soient bien soudés, travaillent bien l'un avec l'autre. C'est coopération entre qui, concrètement? Alors, coopération entre les forces de sécurité du monde entier. C'est ce que l'on s'attache à faire. C'est coopération avec l'ensemble des structures. Par exemple, les structures de prévention, vous l'avez bien compris, le ComCyber table de la prévention jusqu'à l'investigation. La prévention, c'est ce qui va permettre de faire augmenter le niveau de cyber-résilience et donc de faire baisser le nombre d'attaques, ce que l'on appelle des attaques de masse. Les vagues de phishing, une escroquerie à 500 €, c'est pas quelque chose qui, au plan judiciaire, va être forcément traité avec énormément d'attention, parce qu'il y a malheureusement un grand nombre de crimes et délits. Mais par contre, 500 € fois 1000 victimes, ça commence à faire des sommes extrêmement importantes. C'est pour ça que, dans le domaine de la prévention, par exemple, nous travaillons énormément avec Cybermalveillance GouVFR, qui est une émanation de l'ANSSI, qui est une splendide structure qui vient en complément de ce qu'on fait, ou on vient en complément du leur, peu importe, je n'ai pas d'ego mal placé. L'objectif, c'est que l'ensemble des acteurs contribuent à faire monter ce niveau de résilience pour que nos cyberdélinquants aillent travailler ailleurs. Merci mon général. Nous allons passer à la question des spectateurs. D'ailleurs, merci pour vos nombreuses questions. Nous en avons sélectionné une à laquelle le général va répondre en direct. Cette question a été posée par un membre des jeunes IHEDN et la question est la suivante. Est-ce que le ComCyberGend a un réseau de professionnels, une réserve citoyenne, auprès des entreprises afin de diffuser la bonne parole? Le ComCyberGend n'a pas qu'un réseau de réservistes citoyens. Il s'appuie effectivement sur, vous le savez, en gendarmerie, la réserve, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on investit beaucoup. La réserve cyber, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle chez nous, puisqu'on a créé un bureau spécifique de la réserve cyber, a vocation d'ailleurs à être multiplié par 5, donc petit appel à tous vos auditeurs, s'il y en a qui veulent rejoindre
la réserve, n'hésitez pas, comme cybergendre@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Et donc, ces réservistes viennent appuyer notre action, que ce soit des réservistes citoyens, mais également des réservistes opérationnels qui viennent travailler un certain nombre de jours à notre profit, de façon à ce que l'on cherche à démultiplier l'action le plus possible. Et effectivement, la réserve est une composante indispensable de notre action. Merci, mon général. Les réponses aux autres questions seront partagées prochainement sur notre site. Pour conclure, mon général, si vous aviez 3 conseils, 3 mots à partager à nos spectateurs, quels seraient-ils ? Alors, le premier, évidemment, coopération. Le deuxième, prise de conscience. C'est impératif. Et je remplacerai le troisième mot par une maxime d'un vieux sage qui, s'il m'écoute, se reconnaîtra, qui est que tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est le principe de la tortue romaine que l'on connaît bien si vous êtes un fanat d'Astérix et d'Obélix. Ça devait être la conclusion, mais j'ai envie de réagir sur votre deuxième mot quand même, prise de conscience. Vous pensez à qui ? Tout le monde ? Alors, prise de conscience, ça concerne tout le monde. La population, bien sûr, nos collectivités locales. Vous savez, quand vous êtes un maire et j'intervenais récemment au congrès des maires à côté d'un maire d'une petite commune qui s'était fait attaquer l'année dernière, c'est compliqué si on ne l'aide pas. Un maire qui a une commune de 600 habitants, c'est pas forcément ça, le cyber n'est pas forcément sa tasse de thé. Donc c'est pour ça que les gendarmes vont venir l'aider. C'est également nos artisans, on l'a évoqué, nos TPE, nos PME, qui elles aussi doivent prendre conscience que la prochaine crise sera une crise cyber, et vous remarquez que je n'utilise pas le conditionnel, mais le futur, et je devrais même utiliser le présent. La cyberdélinquance est une réalité auquel il faut qu'on s'attaque. Merci, mon général. Merci, Mathieu. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de The Green Show. Rendez-vous début 2022 pour la prochaine émission. Passez de très bonnes fêtes et une belle fin d'année. À très bientôt. Au revoir.